Bonjour et bienvenue dans Amis, mes précieux. Salut, moi c'est Anaïs et je voulais dire c'est quoi les patates mon précieux, mais tu m'as un peu volé la vedette. Et moi c'est Marie et le soleil est rouge ce matin, beaucoup de sang a coulé cette nuit. Aujourd'hui... Comment tu sais que j'ai mes règles? En vrai je le sais parce que tu m'en as parlé. On se donne des updates très fréquents. Aujourd'hui, on se retrouve pour poursuivre la plus belle épopée de tous les temps. Une aventure sans pareille, une odyssée inoubliable. Too Fast, Too Furious. Non. Les Deux Tours, le deuxième volet de la saga du Seigneur des Anneaux, qui est sorti en 2002 et qui a été réalisé, comme les deux autres volets, par Peter Jackson. Là, c'est cool, on est d'accord. Ah oui, grave. Ça fait combien de temps que ça a commencé? 2h13. Ouais, c'est bien, les 45 dernières minutes de ce film vont être bien. Cool. Bon, visiblement, tu n'es pas trop raccord avec mes éloges sur cette œuvre magnifique et ça ne t'a pas trop convaincu. Je suis fatiguée. Ah, mais il fallait venir préparer un peu, là. Mais je suis venue préparer, mais en plus, il fait nuit et j'en ai marre. C'est pas captivant. T'es captivé, toi? Bah ouais. C'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant? Oui, il y a des obstacles. Oui, bah, moi, c'est une histoire, quoi. Une longue histoire. Franchement, ils auraient pu faire un seul film. À la fin, ils le jettent dans la montagne. Hop, allez. Je suis d'accord avec moi-même. Il fait nuit, c'est pas de la faute du Seigneur des Anneaux, c'est juste parce que c'est l'hiver. Donc ce film a pris une petite balle perdue, mais voilà, c'est d'autant plus fatigant quand on est un samedi après-midi et qu'il fait déjà nuit. Oui, mais j'ai aussi envie de dire, depuis quand on reproche à des films, il y a des obstacles. Je sais pas, ça m'a fatiguée et je l'ai revu pour préparer et ça m'a refatiguée. Ah bah écoute, tu lui as reconnu une qualité quand même. Enfin, j'espère que c'est une qualité. Par contre, on dirait que tout le monde est un peu en train de se draguer dans ce film. Genre qui? Bah je sais pas, ils se lancent tous un peu des regards amoureux. Genre là, Pipin, on dirait qu'il va lui sauter dessus, quoi. Et tout à l'heure, entre Gandalf et Aragorn aussi, c'était un peu genre... Et Gollum, tout le temps, il regarde derrière son épaule, là, genre... Hello. Je sais pas, je trouve ça un film très flirty. Ok. Je crois que t'avais envie de voir des choses. C'était l'appel du désespoir. J'aime bien quand les personnages flirtent entre eux. C'est pas trop le cas ici, mais... Non, mais en fait, dans des films où il y a quasiment aucune tension sexuelle et romantique, bah, j'en trouve à d'autres endroits. Oui, il faut la trouver ailleurs. Quoi. Ouais. Même si c'est un des films, j'imagine, de la saga où il y en a le plus, de la tension romantique. Oui. En fait, le problème, c'est est-ce que ça peut vraiment être de la tension si c'est unilatéral? Je ne sais pas. Voilà. Nous y reviendrons. Oui. Bon, t'as pensé quoi du film? C'est un film qui m'a fait d'autant plus apprécier la qualité du premier. Waouh, ok. Non, parce que le premier est vraiment bien, mais c'est en voyant ce film-là que je me sens plus en phase avec la Anaïs qui est pas très réceptive au Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que là, on rentre un peu dans le dur et on rentre dans une partie qui, pour le grand public un peu désintéressé par cette saga, est un petit peu plus ardue, je trouve. C'est un film qui est beaucoup plus éclaté, les personnages sont tous séparés, oui, et voilà, et ça modifie énormément la structure du film, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'allers-retours entre plein de sous-intrigues, donc il y a quelque chose de beaucoup moins cohésif que dans la première partie, et ça permet aussi beaucoup moins de moments un peu ludiques où on a l'introduction des nouveaux personnages, de chaque nouveau lieu, et les mise en relation de personnages qui n'ont rien en commun, comme c'était le cas dans le premier. Et c'est ça qui fournissait beaucoup de la légèreté, en fait, et de l'humour de l'histoire. Et là, c'est un film qui est volontairement plus sombre et qui est transitoire. Et du coup, bah moi, j'étais moins happée. Et d'ailleurs, ça me surprend pas de voir que beaucoup de fans de la saga, comme toi et d'autres que je connais, regardent généralement les 3 films d'un coup. Toi, tu l'avais dit que c'était en un week-end. Et je pense que ça pêche beaucoup moins quand tu regardes les 3 d'un coup, parce que celui-là, c'est vraiment une transition. Mais quand tu le regardes comme une unité à part entière, ce qui était aussi le cas quand on l'a vu en salle à l'époque, bah, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Bah d'ailleurs, en fait, Tolkien, quand il a écrit les livres, il les a pas écrits comme 3 tomes, il les a écrits comme un livre. Et ils ont été divisés par l'éditeur qui n'était pas né de la dernière pluie et qui avait bien compris que vendre un livre de 1500 pages, ce serait moins intéressant pour lui et porteur que de vendre 3 livres de 700 pages chacun. Voilà.
Tu as une mission ? Oui. Tu la connais ? Oui, mon précieux. On devrait s'appeler comme ça. C'est de résumer ce film en 30 secondes. Les Uruk-hai courent le marathon du Gondor. Ils ont dû regarder Forrest Gump et ils se sont dit let's go. Gandalf a droit à un rebranding. Lui, il a fait les reines du shopping. C'est ça. Avant, il était gris. Voilà. Avant, il était gris. Maintenant, il est blanc. Ouais. Et apparemment, c'est un gros changement. Il y a des arbres qui parlent. Il y a des hyènes géantes. Saruman a une grosse armée. Aragorn a un nouveau crush. Legolas fait du surf dans les escaliers. Frodon et Sam font la cuisine. Et Gimli accepte d'être lancé pour la bonne cause. Tout à fait. Et à la fin, il y a une bataille. Oui, quand même. Ouais. Qui dure 40 minutes, donc je pense que c'est bien de la mentionner. Oui. Est-ce que tu as des questions ? Oui. Le Gondor, si tu le mets au four avec une petite gousse d'ail, c'est quelle température ? Délicieux. Est-ce que Legolas est fan de Jackass ? Parce que sa petite cascade en skate, là, j'ai bien aimé. Bah, c'est d'ailleurs de là d'où vient son prénom. Ah bah oui, ça Legolas. Voilà. La musique de ces films, est-ce qu'elle a des courbatures à force de porter tout le poids émotionnel de l'histoire ? Oh, waouh! Oh, ça commence! D'accord, ok. Elle porte aussi tout mon poids émotionnel à moi, je dois dire, très régulièrement. Donc, je pense qu'elle a une bonne endurance. Alors, très technique, Arwen, elle peut pas attendre que Aragorn meure à la fin de sa vie et ensuite prendre le bateau de l'immortalité ? Non. Genre, il y a qu'un seul bateau de l'immortalité. Il y en a pas qu'un seul, et il faut le prendre maintenant, quoi. Non, il y en a pas qu'un seul, mais il y en a que... Enfin, les derniers sont en train de partir, quoi. Ok. Voilà. Après, il n'y en aura plus. Est-ce que, quand t'es parisien, le Rohan, tu dis le Rohan ? Ouais. D'ailleurs, c'est le nom d'une brasserie à Bordeaux, parce que c'est aussi le Rohan, le palais du Rohan, c'est le nom de la mairie de Bordeaux. Ah, décidément, t'as beaucoup de connexions avec le cette Seigneur des trilogie. Anneaux, n'est-ce pas ? Et du coup, tu préfères les blagues sur les Rohan ou les blagues sur les P1 ? Sur les P1 ? Les quoi ? Ah oui, d'accord. Ah, les Ro ! Bah oui. Ah oui, d'accord. Oh putain. Oh waouh! Où est-ce que t'es allée la trouver, celle-là? Je sais pas, vraiment, je suis allée très très loin. Vas-y, continue. Oh, putain, c'est nul. C'est génial. On la coupera, du coup. Non, on la coupera surtout pas, c'est trop bien. C'est brillant de nullité. Super. Sinon, il y avait, est-ce que l'existence des Rohirrim implique l'existence des P-Irrim? Mais du coup... ça fonctionne aussi. Pourquoi, quand Gandalf, il arrive dans le palais et il a son manteau gris, et le mec, il lui dit « t'as aucun pouvoir », et là, il fait un reveal, et en fait, non, son manteau, il est pas gris, il est blanc, et là, le gars, il est là « ah, ça change tout !» En gros, Saruman le blanc, c'était le sorcier, le magicien le plus puissant de sa communauté. Et en fait, t'as quand même des couleurs qui, chez les magiciens, dénotent d'un niveau de pouvoir, quoi. Oui, c'est ce que je me demandais. Donc, genre blanc, c'est le niveau suprême, c'est le cadre sup exactement, c'est le top des du sorciers, top. Quoi. Okay. Il a été nommé directeur de la rédaction. Ok. Et, très important, est-ce que Gimli, il rigole quand on lui fait des chatouilles? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau cette semaine? Je suis fatiguée. On a établi que j'étais en pleine menstruation. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Non, mais c'était génial. Voilà. Tu m'as posé une autre question pendant le visionnage. Mais Sauron, c'est quoi? C'est un elfe? Bonne question. J'ai consulté du coup le dictionnaire de Tolkien que je possède. Et à l'origine, Sauron est un Maya, donc un esprit datant d'avant la création du monde, au même titre que les Valar. Mais doué d'une moindre puissance. Voilà. Bon, je vais pas te faire toute l'histoire. Mais parce que c'est un truc qu'on est censé voir dans la série, non? Parce que dans la série, il y a un peu un Sauron hot et jeune. Ouais, mais en fait, Sauron, il prend la forme qu'il veut. Donc, dans la série, il prend la forme d'un homme okay. BG, mais en fait, c'est pas un homme BG. Ok. Et du coup, ça me mène à une autre question qui est, est-ce que tu préfères le Sauron cru ou le Sauron fumé? T'as pas honte? Si. Voilà, c'était le segment Anaïs s'auto-épuise de ce podcast. Mais pour passer à la suite. Saumon fumé. Sauron fumé. Ok. Bon, c'est un film transitoire, tu l'as dit. Et pour cette raison, ça t'a beaucoup frustré. The young captain of Gondor has but to extend his hand, take the ring for his own, and the world will fall. J'ai l'impression que ça fait 1h30 que je regarde une intro, en fait. C'est un peu du edging, quoi. Comment ça? Je sais pas, c'est genre c'est intense tout le temps, mais t'attends le moment où ça va être relâché. Et c'est jamais relâché, c'est genre...
me stresse en fait. Quoi? Je sais pas. On attend qu'il se passe des choses et il se passe pas des choses. Non, mais j'étais en palpitation, mais je crois que c'est parce que j'avais mangé trop de sucre. Oui, et ça tu le dis. Et du coup, après, j'étais en pleine crise d'angoisse devant ce film parce que j'avais trop mangé de sucre. Mais en fait, le montage de ce film est très différent, je pense, du premier qui était très séquencé. On l'avait dit, où en fait, il n'y a pas tant de séquences que ça, mais il y a vraiment la séquence de la mine, la séquence avec les elfes, etc. Donc, c'est construit comme un film d'aventure, découpé de manière très basique, mais du coup très appréciable. Et là, comme ils sont éclatés aux quatre coins du milieu, de la Terre du Milieu, il y a un montage qui est très rapide et donc ça laisse vraiment pas le temps, je trouve, aux scènes individuelles de respirer. Et ça crée un effet, enfin en tout cas moi l'effet que ça m'a fait en le regardant, c'était comme regarder 148 teasers à la suite, tu vois. C'est-à-dire que t'as vraiment une séquence de 2 minutes où on sent qu'il y a de la tension, mais après on passe à une autre séquence ailleurs de 2 minutes où il y a de la tension, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, et en même temps aucune de ces situations va être résolue tout de suite. Et donc ça crée une accumulation qui n'a pas fonctionné chez moi. Enfin, ça m'a, au lieu de créer une tension agréable, ça m'a plus fatiguée. Ok. J'avais jamais vu comme ça, mais je peux voir pourquoi. Je suis clémente aujourd'hui. C'est gentil. L'intrigue est donc divisée en plusieurs parties. D'un côté, on a la progression lente de Frodon et Sam en direction du Mordor. Et ils sont rejoints par celui qui est, je pense, ton personnage préféré de la saga, voire ton personnage préféré de tous les temps. C'est possible. Ouais. Making. Pourquoi il les aide? Pourquoi il les aide? Parce que Gollum, il est ambivalent. Et que Gollum, il a jamais connu L'amitié. La compassion des autres depuis très longtemps, tu vois. Oh. Je l'aime trop. Il est tellement choupi, avec ses grands yeux. Oh, bébé! Il est en stress post-traumatique. Comment ne pas l'aimer? Oh, choupinou! Bon, c'est Gollum, et qui est Smigol. Et c'est vrai qu'il évoque en plus certaines expériences chez toi, visiblement. Enfin, tu t'identifiais un peu à Gollum, et t'as aussi identifié certains prototypes, donc on sent que ça te parlait, quoi. C'est tellement une drama queen. C'est vraiment moi quand je me réveille, ça. Non! Ça, c'est vraiment comme ton ex qui te dit qu'il a changé, quoi. C'est vraiment une très bonne représentation de mon dialogue interne. Bon, comment tu le décrirais? C'est un être très attachant, un petit être qu'on a envie de protéger, qui est sans cesse en lutte contre un dialogue interne et beaucoup de pensées négatives qui lui disent que tout le monde est contre lui et qu'il devrait se préoccuper de rien à part de l'anneau. Et ouais, moi je le trouve très touchant. Je l'aime. C'est un personnage assez tragique, hein, donc je comprends que... Et puis il a un côté un peu, avec ses grands yeux, il est à la fois repoussant et touchant, et je trouve que le film est assez brillant dans la façon dont il le dépeint, parce que ça aurait pu franchement ne pas marcher, parce que c'est un personnage qui est quand même difficile à porter à l'écran. C'est Andy Serkis donc, qui a joué son rôle, qui depuis est devenu hyper connu pour justement ses rôles. Il a joué dans La Planète des Singes, dans plein d'autres films en motion capture. Et là, c'était un peu le rôle qu'il a révélé. Et c'est vrai que c'est un des plus gros brios du film parce que ça aurait pu complètement capoter. Et au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui adorent Gollum. Il apporte à la fois du cœur et en même temps un aspect tragique, mais aussi beaucoup d'humour, quoi. Il y a vraiment des moments très très drôles grâce à Gollum. Oui, et puis de l'exposition, puisque c'est lui qui guide Sam et Frodon, donc il explique plein de choses. Par exemple, quand ils sont dans les marécages ou avec les Nazgûl, il leur raconte des choses. Et puis en fait, pour moi, le cœur du film et la plus grande réussite de ce film-là, c'est ça. C'est-à-dire que tous les moments où Gollum est à l'écran, pour le coup, j'adore. Je suis complètement captivée. La performance d'Andy Serkis est incroyable et ça fonctionne tellement bien, comme je pense les meilleurs personnages, surtout les personnages un peu d'antagonistes,
comme une métaphore pour plein de choses, et notamment pour la santé mentale. C'est-à-dire que dans la séquence où il est un peu en train de lutter contre lui-même et où il dit à la partie la plus maléfique de lui-même ou les pensées noires, il lui dit j'ai plus besoin de toi, va-t'en. Je trouve ça super beau. Je trouve que c'est un personnage qui illustre hyper bien les aspects les plus sombres qu'on peut avoir en tant qu'être humain, et notamment la compulsion en fait et l'addiction, qui sont des choses qui concernent beaucoup de gens mais qui font très honte et qui sont très tabous. Il a tellement de cœur et d'humanité derrière son apparence justement repoussante que, pour moi, c'est un personnage, alors qu'on l'a très peu vu dans le premier film, qui devient tout de suite hyper complexe et captivant. En tout cas, il a déclenché ton instinct maternel. On va l'entendre. Ça, mes Gollum, c'est les bestes. Bah, de ouf. Franchement, BG. Qui, Gollum ou... Non, ça. Gollum, c'est mon enfant. Moi, je voudrais fonder une famille avec Sam et Gollum. Tu veux nous expliquer? En fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai envie de protéger Gollum. Et donc, je pense que ça déclenche tout de suite un instinct maternel, mais je pense que j'ai envie de protéger Gollum parce que, au fond, je suis Gollum. Tu veux te materner toi-même? Ouais, c'est ça. En fait, Gollum, c'est mon enfant intérieur qui a besoin de mon propre amour et ma propre compassion. Je m'identifie beaucoup à lui parce que moi aussi, j'aime beaucoup le lapin et je suis une drama queen. Je me tortille dans tous les sens quand je suis insatisfaite. Ouais, pour moi, c'est vraiment un personnage qui est fragile et qui est sur le fil tout le temps. Et moi, j'admire les gens qui sont très solides parce que je pense que je me vois pas comme quelqu'un de très solide et du coup, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnages comme ça qui ont l'air un petit peu sur le fil. Et j'adore, surtout dans ce film-là, le fait de le voir être tellement bouleversé par la compassion de Frodon que ça le rend gentil et en même temps, dès qu'il perçoit un début de trahison, il se renferme totalement. Il veut plus jamais baisser sa garde. Et je peux être comme ça aussi. Donc, je m'identifie beaucoup à ça, même si évidemment, là, c'est de manière démesurée. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai toujours eu une tendresse pour Gollum, parce que je le vois comme un petit être farouche mais fragile, qu'il faut pas chercher, mais qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir un peu d'affection et d'attention. T'as toujours bien aimé aussi les petits êtres un peu repoussants avec des yeux globuleux. Ouais, et puis j'aime bien Groot aussi. Enfin, oui, tu l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais c'est vrai que j'aime bien les petits singes comme Marcel le singe dans Friends. J'aime bien les singes de manière générale parce que j'aime bien les trucs qui sont à la fois petits et mignons, mais qui peuvent t'arracher la gorge d'un seul geste et qui, derrière leur petite apparence, peuvent être extrêmement flippants et agressifs. Redoutables. Tu penses quoi de l'avancée de Frodon et Sam en général? Ils arrivent jusqu'à la porte du Mordor et en fait, ils se rendent compte que c'était pas le bon moyen de passer par là, donc ils rebroussent un peu chemin ou ils décident de prendre un détour. Ouais, en fait, ils vont aller par le côté, quoi. Leur avancée, je trouve, est un peu frustrante parce que ils ont toute cette épopée jusqu'à la porte du Mordor qui ne sert à rien. Et ensuite, ils sont faits prisonniers, donc ils sont pas du tout libres de leur mouvement. Et c'est vraiment qu'à la toute fin qui se lancent dans ce qu'on imaginait être leur itinéraire à la fin du premier film. Et donc, à la fin du deuxième film, moi, j'ai l'impression que ils ont pas fait du surplace, tu vois, mais qu'ils ont passé tout le film à marcher pour rien. Il y a une scène majeure du deuxième livre qui a été mise dans le troisième livre. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que... Parce que je pense qu'il s'est dit qu'il n'y avait pas assez de temps pour tout mettre. Mais je pense que ça contribue un peu à cette impression de surplace. Ouais. Tu le dis, ils sont pris en otage par un nouveau personnage qu'on découvre, qui est Faramir, qui est le frère de Boromir. C'est son frère? Yes. Ouais. Tout bobo, tout mimir. Je t'ai dit que j'aimais beaucoup Faramir, et je crois que t'as pas trop compris pourquoi. T'as pensé quoi de ce personnage, toi? Déjà, c'est lui le vrai Boromir, et Boromir était le moche Romir, en fait. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est le plus beau Romir des deux, je pense. Forcément, c'est un peu un antagoniste. Au début, il est présenté comme quelqu'un de plutôt sympathique, et puis il est assez beau gosse, et il a une tête de chevalier un peu stylax. Ouais, il est habillé comme Robin des Bois aussi. Ouais. Et en même temps, il capture Frodon et Sam. Il veut pas trop les écouter, il force Frodon à trahir Gollum et donc il précipite ce qui est pour moi la plus grosse tragédie de ce film. Donc forcément, je lui en veux beaucoup parce qu'il a fait du mal à Gollum. Et c'est l'illustration, je pense, de une des idées principales de la saga qui est que les hommes sont vraiment des bouffons. C'est-à-dire que tous les autres, ils se débrouillent plutôt bien, mais les hommes, ils sont obsédés par leur soif de pouvoir et par leur ego et par l'illusion
qu'ils peuvent résoudre ce problème-là tout seuls, sans l'aide des autres. Et on le voit avec le personnage du roi aussi dans ce film, mais tous les personnages d'hommes, et y compris Boromir dans le premier, sont très faillibles. Sauf Aragorn, qui est... ce qui est intéressant, c'est que je pense que... En fait, c'est un choix qu'a fait Peter Jackson, parce que Faramir n'est pas du tout comme ça dans les livres, et c'est pour ça que je l'aime aussi. C'est un personnage qui est vraiment adoré dans les livres. D'ailleurs, c'est un des personnages, je crois, avec lequel Tolkien lui-même s'identifiait le plus. C'est un personnage qui est très noble, très droit. Il y a une scène coupée qui est dans la version longue où on le voit là, mais en fait, la tragédie de Faramir, c'est que c'est le Benjamin, enfin c'est le cadet, et Boromir, de qui il était très proche, est le préféré de leur père, qui est Démétor, qui est un connard fini, et qui est le steward du Gondor, je sais plus comment on dit en français. Et du coup, Faramir, il a cette espèce de complexe par rapport à son père. Enfin, il est un peu maltraité par son père toujours et tout. Mais c'est un personnage qui, au contraire, quand il va croiser le chemin de Frodon et Sam, ne va pas du tout être une menace et ne va pas être tenté par l'anneau. Et qui estime beaucoup Gandalf. Et il y a tout un truc autour de lui où, justement, c'est un des rares hommes vraiment nobles et intègres et honorables de la saga. Et je pense que Peter Jackson, il a choisi de le rendre plus antagoniste pour appuyer le propos sur le côté l'anneau et l'influence qu'a l'anneau sur tous les hommes, sauf sur Aragorn, qui est spécial, quoi. Et aussi pour ajouter une tension sur le chemin de Frodon et Sam, puisqu'il avait enlevé justement cette scène majeure qu'on trouve maintenant dans le 3 et qui était un peu la scène de tension pour Frodon et Sam dans les deux tours. Donc en gros, il a un peu dénaturé, et je pense que c'est un truc qui lui a été pas mal reproché par les fans, parce que c'est un personnage qui est très très aimé des fans, Faramir, et qui est traité très injustement par son père, et qui est un peu la version noble et gentille de Boromir, même si Boromir avait plein de belles qualités et tout ça, mais c'est justement Boromir sans la part d'ombre. Alors que là, c'est un peu Boromir Redux, quoi. Ouais, il a son moment de noblesse à la fin du film. Oui, de rédemption. Où, voilà, il comprend enfin le poids de la responsabilité de Frodon, et il comprend qu'il faut les laisser partir. Et il leur dit « Ok, petit homme, j'ai compris ». Mais c'est vrai que ça arrive un peu tard, et c'est dommage. C'est un de ces obstacles que je trouve plus frustrant que galvanisant dans le film. T'avais l'air un peu blasé par Frodon pendant tout ce film. Le truc aussi, c'est qu'en vrai, Sam est plus BG que Frodon, je trouve. Franchement, Frodon, il me gonfle. Ouais, c'est bon. Pourquoi tant de haine ? C'est pas que j'ai de la haine envers lui, c'est plus que on part du principe que c'est le protagoniste principal de la saga, et en fait, pas vraiment. Et donc, il faut accepter ça. Dans le premier, il était très agaçant parce qu'il trébuche sur ses pieds en permanence, qu'il met l'anneau alors qu'il doit pas le mettre, qu'il le laisse tomber de sa poche toutes les 5 minutes. C'est un boy next door, mais d'une manière un peu agaçante. Et là, dans ce film, je pense que c'est la même chose, c'est que je suis un peu frustrée par sa passivité, même si, en vrai, le lien qu'il a avec Gollum dans le film, je trouve que c'est très bien développé, que ça le rend très attachant parce que ça montre aussi à quel point il a bon cœur. Oui, puis à quel point il lutte lui-même avec... il comprend, en fait, Gollum, parce que il sent qu'il pourrait très bien devenir Gollum, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Gollum est utilisé comme un outil de développement de Frodon, et ça marche très bien de lier les deux. En fait, il a l'air tellement, justement, accablé par le pouvoir de l'anneau qu'il y a plein de moments où il est limite dans un état second, où il est un petit peu absent, il se laisse beaucoup porter par Sam, qui est plus loquace, qui est plus actif, qui prend beaucoup des décisions pendant tout ce film. Et donc, forcément, comme c'est le personnage le plus passif des deux, et peut-être de tout le groupe, à part les deux qui sont perchés sur un arbre, ça le rend moins intéressant. Mais c'est vrai en plus que Sam, que tu aimes particulièrement, est un personnage parfois sous-estimé parce que c'est l'acolyte du héros, alors que lui-même a parfois été présenté par Tolkien lui-même comme le héros de l'histoire, ou en tout cas il y a quelque chose de très héroïque chez Sam. Tolkien voyait en Sam, l'avait comparé aux soldats qu'il avait vus dans les tranchées, aux soldats anglais qu'il avait vus dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et Sam, il a ce côté un peu, il a le bon sens du Hobbit, où il va tout le temps, on sent qu'il se prend pas trop la tête, Sam. Enfin, il est pas en train de se demander, Sam, il est pas dans des questionnements existentiels ou quoi que ce soit. Gollum, il comprend pas son délire, tu vois. Ouais, il est pragmatique, mais il est intelligent aussi. Oui, et il est intelligent, il est curieux. Et en fait, il est choisi comme compagnon de route pour Frodon par Gandalf. C'est pas un
un hasard, même si on a l'impression que c'est juste parce qu'il était en train d'espionner. C'est aussi parce que c'est quelqu'un de fidèle, de loyal, qui est intelligent et qui a une curiosité. Par exemple, il a toujours voulu voir les elfes et tout ça. Et il a beaucoup de courage. Donc, c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est l'incarnation de l'amitié aussi, qui est quand même une des valeurs fondamentales du Seigneur des Anneaux à travers la relation de Frodon et Sam, qui a parfois été vue même comme une relation presque homo-romantique par certains lecteurs. Mais en tout cas, c'est une amitié très très forte. Et il y a encore à la fin du film, là, il y a encore un moment d'amitié entre eux, alors qu'il y a des moments plus difficiles pendant ce film où on sent qu'ils sont beaucoup plus en désaccord parce qu'ils deviennent un trio avec Gollum et ça plaît pas du tout à Sam. Mais il y a un moment qui est très émouvant à la fin où on les retrouve un peu, quoi, et on retrouve cette dynamique. Trop romantique. Ouais, franchement. C'est moi ton chouchou. Je suis ton chouchou. L'intrigue avec Frodon et Sam se conclut sur un moment de retournement à nouveau de Gollum où on comprend qu'en fait, il s'est senti trahi. Oui. Et du coup, même Sméagol, en fait, est prêt à trahir pour récupérer l'anneau maintenant. Tu penses qu'il mijote quoi ? J'ai cru comprendre qu'il va les emmener voir l'araignée, c'est ça ? On verra. Et il espère que l'araignée les incapacite d'une manière ou d'une autre. Voilà, les neutralise dans l'objectif de récupérer l'anneau. Et puis il fait plus confiance à personne parce que il a voulu faire confiance et on lui a fait du mal et maintenant il fait plus confiance. Ok, bon, voilà. C'est peut-être un peu simpliste, mais si tu veux. Passons aux autres intrigues. On a Merry et Pipin qui avaient été kidnappés par des Uruk-hai à la fin du 1 et qui parviennent assez vite à s'enfuir et passent le reste du film sur un arbre. C'est des arbres. C'est des arbres gentils qui parlent. Et ils vont sauver Merry et Pipin. Enfin, c'est pas vraiment un arbre. I am no tree. J'avoue, tout le passage sur les Ents, dans le livre, là, quand j'ai relu les 2 tours, je l'ai pas relu pour le podcast, là, mais je l'avais relu il y a quelques années. Et les passages sur les Ents, c'était long. C'était très, très long. Je me mets à bâiller rien que d'en entendre parler. C'est un peu le délire, c'est qu'il parle très lentement. Mais dans le livre, ça dure des chapitres et des chapitres. Et surtout, Tolkien est un grand amoureux de la nature. Il adore les arbres. Et il y a tout un propos aussi sur la destruction de la forêt avec Saruman. C'est un peu la révolution industrielle qui est venue détruire la campagne anglaise et tout ça. Lui, il a grandi dans le nord de l'Angleterre, donc à Birmingham, je crois. Mais du coup, il y a quand même cet aspect-là qui est très présent dans cette œuvre. Mais du coup, dans le livre, ça n'en finit plus, quoi. C'est des descriptions et des descriptions. Et après, l'origine des Ents, tu sens qu'il est passionné par ce peuple qu'il a inventé. Je trouve ça en même temps très beau. Je suis pas fan de sylvothérapie. Je vais pas aller faire des câlins aux arbres ou un truc comme ça. Mais je pense qu'il y a un pouvoir dans les arbres, vraiment. Ouais, mais moi, il m'est arrivé de faire des câlins aux arbres en soirée étudiante. Mais... Ça, c'est un autre problème. Les arbres n'étaient pas consentants, je pense. C'était un peu tout le problème. Mais il y a un truc assez... Le concept est super bien. Voilà. Et puis, il y a une forme de transcendance dans les arbres et dans la nature que je trouve très belle. Et j'ai toujours adoré ça chez Tolkien. Après, c'est vrai que c'est long. Le concept est vraiment génial. L'application dans le film fonctionne pas vraiment. Ça manque soit de poésie, soit d'humour, mais d'un petit truc en plus qui permettent d'accepter à quel point cette intrigue est statique. Et je pense que c'est peut-être la poésie, parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'humour dans le livre là-dessus. Mais toi, tu avais de l'humour. Putain, ça fait combien de temps qu'il marche sur cet arbre-là ? Longtemps. Putain, maintenant on a l'âgé des arbres, quoi. C'est drôle parce que c'est exactement ça. C'est vraiment le conseil syndical, quoi. Le conseil syndical des marronniers, des hêtres et des bouleaux. Et il y a un moment d'humour quand même dans le... Enfin, un peu malgré lui, mais il y a un moment qui t'a beaucoup fait rire. Many of these trees were my friends. Creatures I had known from not an acorn. Sorry, Je les ai connus quand c'était des glands. C'est eux qui détruisent Saruman quand même, qui détruisent Isengard. Donc c'est vrai. Ils sont quand même, au final, ils servent pas à rien. Non, quand ils se mobilisent à la fin, c'est bien. Mais c'est vraiment ça tout prend ce du qu'il y a temps. avant, ouais. Bon, passons à l'intrigue phare, celle qui t'a fait dire des choses comme... C'est une fatigue du film. Une fatigue ?
Et oui, il se passe plein de trucs, mais c'est quoi l'histoire en fait? Enfin, tu l'as su l'histoire quand même. Oui, mais... On a déjà beaucoup de personnages qu'on aimait bien dans le 1. On n'est pas obligé d'en rajouter 18 000 dans le 2. C'est qui ça encore? Putain. Il y a combien de gens dans ce film? C'est une grande bataille, donc il y a beaucoup de gens. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens et on retrouve donc les personnages d'avant, y compris un qu'on pensait mort, ou pensait le ton mort, je ne sais pas. Il y a longtemps, ouais. En 2001, on le pensait mort. Oui, c'est ça. Mais si on a lu les livres ou vu les films depuis, eh ben, on sait qu'il n'est pas mort. C'était Gandalf, évidemment, qui revient tout en blanc et qui est pas hyper subtil dans son retour. Non. Where are they? They passed this way. Non, mais on l'a reconnu là. Hein. On n'est pas bête. Hein. They met someone they did not expect. Who are you? Non, mais trop cramé. Kill yourself! Tu peux expliquer ce qui se passe? Non, je crois pas. Je peux honnêtement pas expliquer ce qui se passe. Il se prend la tête avec le démon. Il se prend la tête, putain, c'est une façon de le dire. Le démon de livre feu, là. un combat à mort avec le Balrog. C'est ça, exactement. J'allais le formuler comme ça. Et donc, il se bat tout en tombant. Il tombe. C'est un peu comme dans La Haine, quoi. Ça finit jamais. Et visiblement, il tombe à travers le feu et l'eau et les flammes ou je sais pas quoi. Mais il atterrit en haut d'une tour. Donc, la gravité d'une montagne. Donc, la gravité ne s'applique pas à lui. On sait pas comment il est arrivé en haut de cette montagne après être tombé dans un trou. Disons, d'habitude, c'est à moi que tu dis que je suis trop terre à terre. Il faut Après, peut-être qu'il a traversé la Terre, justement, qu'il est arrivé en Chine, de l'autre côté, et que c'est en haut d'une montagne, comme la Terre est ronde. Peut-être que c'est ça l'explication. Donc voilà, donc il se bat avec ce truc-là, le Balrog. Et alors, comment il va de là à « je suis blanc et pote avec les arbres », je ne sais pas. Ce qu'on comprend, c'est qu'il a survécu au Balrog et qu'il a été un peu réincarné en Gandalf le Blanc. Et qu'après, il a marché sûrement depuis la montagne où ça s'est passé, les mines. Jusqu'aux arbres. Bah oui, parce que c'est pas très loin en vrai, parce qu'après il remonte pour aller dans le Rohan. Enfin bon, bref, du coup il se retrouve là et il retrouve toute la communauté au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il se souvient plus de son nom d'avant. Et comme, ça, comme c'est une Gollum. petite coquetterie, tu vois, je pense. Ok. J'aimais bien le parallèle de tous ces gens qui se souviennent plus qui ils sont, tu vois. Oui. Après, bon, il s'en souvient peut-être pas plus, mais en même temps, il se souvient très bien des enjeux. Donc, c'est quand même bizarre qu'il se souvienne pas de Gandalf. Il aurait pu adopter le nom Joséphine Brossachiotte pour son renouveau. Je pense qu'il a raté une opportunité, mais bon. Tout le monde ne peut pas être aussi fabuleux que moi. Il y a Gimli, Aragorn et Legolas qui sont ensemble et qui sont en train de courir partout et qui retrouvent Gandalf. Et pendant toutes ces séquences où il court partout et pendant toutes les séquences où Legolas est là, en fait, le problème, c'est Legolas. Moi, j'ai un gros souci avec Legolas dans les films. J'ai jamais adoré Legolas dans les films. Et c'est principalement parce que Orlando Bloom est un acteur en carton. Je supporte pas. Pourquoi tu le supportes pas? Parce qu'il est nul. Orlando Bloom est nul et il sort des conneries et il me gâche Legolas. Mais en fait, Orlando Bloom a l'air tellement bête. Non, mais Orlando Bloom, en fait, c'est Orlando Bloom. Regarde là, il est censé avoir l'air intelligent. C'est le mari de Katy Perry, quoi. Ça fuse de tous les côtés. C'est ça. Non, mais c'est vrai que j'ai un petit problème. Je pense déjà, en plus, les elfes, en général, c'est ceux qui ont les répliques les plus ésotériques ou qui vont sortir des trucs qui sont un peu déconnectés du moment ou des choses comme ça. Ils sont très poétiques, donc très vite, ça peut paraître un peu ridicule si c'est pas dit par les bonnes personnes. C'est-à-dire que quand c'est Cate Blanchett qui le dit, bah, ça va, parce que c'est Cate Blanchett et qu'elle sait très bien faire le côté éthéré, Hugo Weaving aussi d'ailleurs, ou des choses comme ça, la sagesse et tout. Quand c'est Orlando Bloom, ça fonctionne pas. Orlando Bloom, tu l'imagines sur une plage en train de faire du surf et de te draguer un peu et t'es là, ok, cool, il est mignon, mais enfin, c'est pas Legolas, quoi. Tu l'imagines pas, il a pas 3000 ans, désolé. Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'imagines plus dire sa farte que voilà, exactement. Beaucoup de sang a coulé cette nuit. Voilà. Mais oui, non, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas un personnage, c'est les descriptions que t'as dans les scénarios. C'est-à-dire que Orlando Bloom, c'est la personne qui dit extérieur jour. Nous arrivons devant la forêt. Les personnages se lèvent. C'est un peu le commentateur du film. Ouais. Il fait que ça. Et il est tout le temps en train de dire des trucs évidents. C'est vrai que ces inputs sont vraiment cruciaux à chaque fois. J'ai toujours lui en train de froncer les sourcils et regarder au loin. Ouais. On dirait des trucs pseudo-profonds. Ce sont des arbres. Il fait jour.
Il fait nuit. That is no Orcor. Oh putain, non mais... Il y a du bruit. La nuit est tombée. Nous allons nous battre. On dirait Siri en fait. Attends, j'adore ce moment. POV, t'es un elfe. Pov. C'est dans les trucs sur TikTok, c'est toujours Pov. Pov, tu t'apprêtes à te battre dans la bataille du gouffre de Helm. D'ailleurs, il y a un moment qui est devenu culte où il dit « They're taking the hobbits to Isengard », qui est un autre moment d'exposition un peu évident. Et ce moment a été transformé en tube remix techno sur YouTube. On mettra le lien de la vidéo en description de cet épisode. Bon, moi j'aime bien l'intrigue, j'aime même beaucoup l'intrigue du petit groupe qui se retrouve au Rohan. Tu peux expliquer ce que c'est un peu le Rohan? Comment tu le décrirais comme endroit? C'est un royaume d'hommes avec une petite inspi viking. Ouais, même une grosse inspi viking, on peut dire. Ils sont tous blonds. Il y a un gros truc qui les caractérise. Ils s'appellent tous Théo. Ok, il y a un autre gros truc. C'est leur rapport à leurs chevaux. Je sais pas si t'as saisi ça dans le film ou pas. Je crois que t'allais dire les cheveux et j'étais oui, c'est vrai qu'ils sont tous mal coiffés, mais c'est vrai qu'ils ont des chevaux hyper sympas. Ils ont, ils sont connus comme un peuple d'éleveurs de chevaux et de cavaliers. C'est vraiment ce qui les caractérise. Ils ont les meilleurs chevaux de la terre du milieu, quoi. Et il y a un lien qui se crée très fort entre chaque cavalier et son cheval et tout. Oui, il y a une jolie scène où Aragorn est porté disparu et il est blessé et tout ça, et il y a son cheval qui vient le chercher et qui s'agenouille à côté de lui, et c'est un moment hyper tendre en fait. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal. Et dans le Rohan, c'est principalement là où on découvre de nouveaux personnages. Oh, ça va. Il y a d'abord Théoden, le roi du Rohan. Tu le décrirais comment? Il a dépassé sa date de péremption. On dirait vraiment le truc que t'as oublié au fond du frigo. Tu l'as comparé à ton siphon aussi à un moment. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment plein de métaphores ménagères dégueulasses. C'est ça. Il m'a rappelé le roi dans Braveheart. Et toute cette partie, en fait, toute cette intrigue m'a rappelé l'intrigue vraiment chiante dans Braveheart avec le roi décrépit, là, c'est pas tout un roi, moisi. c'était le noble écossais, oui. Ouais. Du coup, je sais pas si c'est par association avec ça, mais ça m'a pas trop plu. Après, c'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'il est sous l'emprise de Saruman et du coup, ça s'exprime, c'est pas exactement pareil dans le livre, mais ça s'exprime à travers sa décrépitude. Une fois qu'il a perdu son apparence de cadavre, il est assez attachant. Enfin, l'acteur est charismatique et justement pour un personnage qu'on connaît pas depuis longtemps et qui doit porter une grosse partie de l'intrigue dans toute la deuxième moitié du film, il fait un très bon boulot. Sachant aussi que le film a pas mal lésé ce personnage, c'est-à-dire qu'il est un peu plus lâche dans ces moments-là qu'il ne l'est. Par exemple, le moment un peu de bravoure que va avoir Aragorn à la fin de la bataille en disant on sort et on mène les derniers hommes. En fait, c'est lui qui l'a normalement dans le livre et typiquement ça, ils lui ont retiré. Donc, il a un côté un peu plus passif quand même dans le film. Mais c'est vrai que l'acteur, Bernard Hill, l'incarne vraiment très bien. Il y a aussi Gimla, son conseiller. Il est en réalité à la solde de Saruman, donc après il va rejoindre Saruman. Quand on l'a vu pour la première fois, tu as dit que tu l'aimais bien parce qu'il était fétide. Voilà. Ouais, il est répugnant. En fait, je l'adore parce que il me rappelle le personnage dans Astérix et Obélix qui sent le Haransor et qui a un personnage très similaire physiquement et dans ses intentions qui sont mauvaises. Et j'aimais beaucoup ce personnage quand je lisais les BD quand j'étais petite. On dirait un hareng, en fait. Il a la peau un peu huileuse. Un peu de respect pour les harengs, que j'aime beaucoup manger. On dirait un reptile. Et d'ailleurs... oui, ça c'est... Vraiment... Voilà, Gandalf fait une allusion à ça en lui disant « ta langue fourchue, gna 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 ». Et c'est vrai qu'on dirait qu'il a la peau d'un reptile. C'est-à-dire qu'il a l'air d'avoir la peau froide et humide et de pas avoir de cœur qui bat et d'être vraiment quelqu'un d'absolument malveillant. Et donc, c'est un personnage dont on comprend tout de suite l'intérêt dans le film. Donc, il est très divertissant. Oui, il me rappelle un peu Rogue sur l'esthétique. Ah ouais, mais Rogue, il a l'air plus doux et chaud. Rogue, surtout, il a l'air propre. Ouais, c'est malgré ça. ses cheveux un peu Rogue, gras. moi, je lui ferai un câlin sans problème. Alors que ce mec, je pense que si je lui fais un câlin, je meurs de l'intérieur. Oh. Ouais, exactement. Mais le personnage le plus important qu'on découvre dans cette partie de l'intrigue, c'est Éowyn, qui est jouée par Miranda Otto, qui est une des rares femmes de cette trilogie. Comment tu la décrirais ? C'est une princesse avec des cheveux un peu filasses,
mais très jolie, qui aime se battre et qui se rebelle un peu contre le patriarcat, littéralement. C'est-à-dire que son père, c'est le roi et... C'est pas son père, c'est son oncle. Désolé. Ok, bon, presque le patriarcat, alors. Mais à plusieurs reprises dans le film, on sent qu'elle a envie de se battre aux côtés des hommes et qu'on va plutôt lui demander de protéger le peuple et de rester auprès des femmes et des enfants, ce qui la frustre, même si c'est une mission tout aussi noble. Donc c'est un peu la caution féministe du film. Et elle est en chien sur Aragorn. Elle est en chien sur Aragorn. Voilà, il y a Dogorn qui arrive. On va se dire, ouah, c'est qui ce suprême BG? C'est beau le paysage quand même. Bah oui. Et toi, t'as une grosse lame. Mais enfin... Là, il se dit, damn. Dommage que t'aies déjà une meuf, parce que putain, t'es pas mal. Ton destin, c'est d'être ma side chick. Tu penses quoi des moments entre eux ? Le film force de ouf sur la connexion entre eux. Elle est vraiment très, très artificielle. Dès le début, il y a un drapeau qui est justement à ses pieds, à elle, enfin juste à côté d'elle, qui se décroche et qui va atterrir au pied d'Aragorn. Donc, on a un gros raccourci tout de suite qui est fait pour nous montrer qu'il y a une connexion entre les deux. Pour sa défense, à Éowyn, Aragorn vient un peu la draguer, c'est-à-dire qu'il vient justement, elle est en train de s'entraîner avec son épée et il se bat contre elle et il lui dit qu'elle manie très bien la lame. Et après, il lui parle de son destin. Tu vois, il lui dit, je pense que t'as un meilleur destin que ça. C'est un peu un fuckboy. Enfin, je pense que elle a raison de crocher sur lui, aussi parce qu'il est très beau, mais il vient un peu la chercher. Non, c'est juste après dans le livre, il n'est pas insensible à ses charmes, mais en même temps, il est pas. Enfin, c'est très unilatéral, c'est-à-dire qu'elle développe un crush sur lui, on peut dire. Oui, mais c'est le principe du fuckboy, c'est-à-dire que lui, c'est clairement... pas un fuckboy. Il s'intéresse pas vraiment à elle. À aucun moment, il a pour objectif de mener une vie romantique avec elle, mais il va pas forcément rejeter l'attention qu'elle lui porte. Ouais, alors je pense que c'est plus complexe que ça, et je pense, en fait, il y a 2 scènes qui sont coupées, qui sont dans la version longue, qui apportent plus de subtilité là-dedans, où en fait, il y a une scène, par exemple, où elle lui apporte une soupe dégueulasse qu'elle a faite, et qu'il essaie de manger. Elle lui demande quel âge il a, en gros. Enfin, il discute d'un souvenir qu'il a et qui date d'il y a très longtemps. Elle lui dit, mais pour avoir fait ça, vous devriez avoir 60, 70 ans. Et elle découvre qu'il a 87 ans. Et donc, dans une scène comme ça, t'as le rapport qui s'instaure, qui est plus fidèle à ce qui est vraiment leur relation. C'est-à-dire que Aragorn, il a une affection ou une tendresse pour ce personnage, parce que je pense qu'il l'admire et qu'il l'estime et qu'il voit tout son potentiel et surtout toute sa noblesse, quoi. Il n'a pas un intérêt romantique chez elle, alors que lui, il a plus une relation de mentor presque avec elle, tu vois, où il la perçoit comme ça. Oui, d'un homme plus âgé. Voilà, exactement, ouais. Qui perçoit un peu quelqu'un plein de promesses et tout ça, et qui a un regard assez bienveillant sur elle. Alors qu'elle a ce qu'on peut avoir aussi quand on est jeune et qu'on est admiratif d'un mentor, justement, elle a plus un sentiment amoureux et d'admiration envers lui, quoi. Et parce qu'en plus, elle était enfermée dans son quotidien un peu moribond, et que là, il y a cet homme qui est beaucoup plus noble qu'il n'y paraît, qui débarque et qui est assez fascinant. En vrai, je pense que c'est dommage ces scènes qui ont été coupées, parce que ça complexifie un tout petit peu la relation. Il y a un autre moment, il y a une autre scène qui a été coupée, qui est dans la version longue, où on le voit en fait établir une connexion avec le cheval qui va venir le sauver après. Et en fait, elle le voit établir cette connexion, et c'est un moment où il parle en elfique avec le cheval, et du coup, elle est fascinée parce qu'il parle parfaitement elfique alors que c'est un homme, et elle lui demande comment ça se fait. Il lui dit qu'il a été élevé à Rivendell. Donc, il y a tout un truc qui se bâtit autour de ça, où on comprend qu'elle lui apporte une aura et tout ça, alors que lui, il est juste gentil avec elle. Ouais. Pour moi, le problème, c'est vraiment que le film manque de subtilité dans les quelques scènes où on la voit, elle le dévorer du regard alors qu'elle le connaît depuis 3 secondes. Et c'est amplifié par la musique du film qui donne un sens très lourd à ces scènes, alors que ça pourrait être un simple crush, mais c'est représenté aussi tout de suite comme une potentielle relation amoureuse. Et c'est vrai que ça arrive trop vite pour qu'on puisse vraiment rentrer dedans de manière organique. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a crispée dans les films, et j'ai même une réaction assez épidermique au personnage d'Éowyn dans les films, alors que je l'aime beaucoup, beaucoup dans les livres. Et c'est lié à ça, en fait. C'est-à-dire que même si c'est présent dans les livres aussi, cette attirance qu'elle a pour lui, c'est pas du tout joué de la même façon. Il y a tellement des moments où c'est surfait que t'as un peu envie de lui dire « calme-toi, meuf ». Et d'ailleurs, on était un peu en mode « calme-toi, meuf ». Oh non, mais elle, faut qu'elle se calme, elle m'énerve. C'est Mais oui, meuf, t'as pas compris encore. Ouais.
Quelle conne. La pauvre. Non, mais qu'elle s'en trouve un autre, quoi. En plus, c'est un des rares personnages féminins hyper admirables dans la trilogie. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, qu'il la transforme en une sorte d'amoureuse éplorée de façon aussi cucu, sans vraiment saisir toute la subtilité du truc, où évidemment, tu comprends qu'elle puisse être attirée par ce personnage-là, mais il y a plus que ça chez elle, quoi. Et là, je trouve qu'elle est un peu trop résumée à ça, à part quelques petits moments de bravoure. Et forcément, ça fonctionne pas très bien, en plus, parce qu'elle vient s'immiscer dans une histoire d'amour qui est assez épique, qui dure depuis des décennies, entre une elfe et un homme. Une histoire d'amour à laquelle tu n'étais pas très sensible. Ça sert à rien de voir les gens dans ses rêves. Non, mais... Pourquoi tant de haine, quoi? Je sais pas, ça me rend aigrie. C'est ouf quand même ce que les meufs sont prêtes à faire pour les hommes, quoi. Enfin, la meuf, elle est immortelle. Et pour un mec qui est genre un peu sexy avec de la barbe, elle est prête à renoncer à son immortalité, quoi. Bah ouais, mais et à laisser son père partir et à quitter tous ses proches et toute sa vie. Oui, littéralement. Elle est amoureuse de lui depuis 80 ans, déjà. Oui, mais c'est ouf. Bah, je sais pas, moi, l'immortalité, au bout d'un moment, tu t'emmerdes, hein. Non. J'étais sûre que t'allais dire ça. Si, je te Au garantis. contraire, tu peux avoir plus de petits copains quand t'es immortel. Non, mais donc non. c'est trop bien. Tu peux avoir Aragorn et après, une fois qu'il est mort, tu passes à Araporn et après, tu passes à Arathorn. Tu peux tous les faire. C'est trop bien. Tout à fait. T'as pensé quoi de ce que le film nous montre justement de la relation entre Arwen et Aragorn, puisque c'est d'eux dont il s'agit? Bah, dans ce film, comme ils sont pas ensemble, que lui, il communique juste avec elle à travers ses rêves et elle, on la voit dans une séquence qui est à moitié réelle, à moitié rêvée. C'est un peu frustrant et je pense que c'est pour ça que je m'énervais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que je me disais, en fait, le gars, il a juste 2 situationships avec Éowyn. Évidemment, j'exagère, mais il la laisse avoir un crush sans vraiment lui donner quoi que ce soit. Et avec Arwen qui est en train de l'attendre et où son père lui dit « Arrête de l'attendre, ça sert à rien, il va pas revenir. » Et elle dit « Si, je l'attends et je laisse passer mon bateau de l'immortalité, tant pis, parce que je veux absolument l'attendre. » Mais donc, elle est frustrée. On a 2 femmes qui sont frustrées par ce mec, en fait. Qui mais est lui en train aussi, il de... est frustré. Oui, il est frustré, mais lui, en fait, il vit une aventure, alors qu'il y en a une qui est en train d'attendre et une qui est en train de le regarder avec des grands yeux. Tu vois. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Dans la façon dont c'est filmé, ça fonctionne pas. En plus, le personnage d'Aragorn dans les livres, il est plus... Il a un côté un peu plus sobre et profond. C'est-à-dire que tu sens qu'il est très mélancolique. C'est un personnage très, très mélancolique, donc il est assez émouvant, quoi. Il a un côté, justement, un peu comme... On le sent un peu dans le film aussi. Hein. Oui, je trouve que ça se ressent dans le film, mais là, voilà, je pense que ma frustration, quand je dis ça sert à rien de voir les gens dans ses rêves, c'est que je me disais, s'il l'aimait vraiment, il abandonnerait la guerre et il irait voir Arwen maintenant. Mais non, parce que... parce qu'en fait, la condition qu'on lui a mis pour épouser Arwen, que Elrond lui a mis, c'est qu'il devienne roi. Oui. Donc il est obligé d'accomplir son destin pour pouvoir être avec elle aussi. C'est une sorte de... Tu vois ? Mais comme moi, je suis pas trop versée dans tout ça. Oui, bien sûr. Tout ce que je vois, c'est que j'ai envie de lui dire, ça va, hein. Elle a une belle jambe, la guerre, mais... je pense que pour le coup, elle a une belle jambe, la guerre. Il est en train d'essayer de sauver l'humanité, ça va, quoi. C'est comme le gars qui t'envoie un texto tous les 3 mois, tu vois, t'es là, bah non, si t'avais vraiment envie de faire un effort, fais un effort, mec. N'importe quoi. Tu vois quoi pour eux dans le futur ? Peut-être que j'ai inventé, mais il n'y a pas un truc où à la fin, on va lui offrir l'immortalité en cadeau aussi, et comme ça, ils peuvent tous les 2 prendre le bateau. D'accord, ok. C'est pas ça qui se passe ? Si, bien sûr. Ok, c'est pas ça qui se passe. Si, peut-être. Maintenant, tu me dis que c'est pas ça. Ah, je t'ai pas dit que c'était pas ça. Non, c'est intéressant. Tu m'embrouilles. Ah. Et pour Éowyn, il se passe quoi ? Bah, elle va mourir sans doute. Ok. C'est une figure tragique déjà pour l'instant, donc... Intéressant. Ou alors, autre option, comme elle est humaine, contrairement à Arwen, moi je pensais pendant qu'on regardait le film qu'il allait devoir peut-être se marier avec elle en tant que roi pour devenir vraiment le roi du Gondor ou je sais pas quoi, qu'il a besoin d'avoir une femme humaine parce qu'une femme elfe elle va pas s'abaisser, tu vois, épouser un roi homme. Donc je sais pas, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Bon, le point culminant et très célèbre de ce film, c'est la bataille du gouffre de Helm. Voilà. Tu t'en souviens de ça ou pas ? De Helm's Deep ? Ouais.
Oui, il y a un truc là-bas, mais je sais plus ce que... Il y a une bataille. Et ça, c'est parce que tout le monde en parle. Toi, t'en parles tout le temps de la bataille de Helm's Deep. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est jamais une bonne nouvelle d'arriver dans un endroit qui s'appelle le gouffre. Enfin, perso, j'y passe beaucoup de temps. C'est pas fun. J'avais vraiment mes règles, hein. J'étais déprimée. T'étais de deep. T'étais dark. Je vis dans le gouffre. Je connais l'obscurité. La bataille du gouffre de Helm, qui est une bataille qui dure 40 minutes dans le film, encore plus dans la version longue, qui a été filmée pendant 3 mois dans l'hiver néo-zélandais. Il pleuvait non-stop apparemment. La pluie qu'on voit à l'écran est parfois artificielle, mais la plupart du temps est réelle. Et pendant 3 mois, ils ont filmé de nuit, exclusivement. Wow. Donc les acteurs, quand ils parlent de ce tournage, ont l'air complètement traumates. Tu m'étonnes. Le gouffre a été construit, il y a des effets spéciaux, mais c'est surtout des effets pratiques. Et il y avait des centaines de figurants qui étaient là et tout ça. C'était vraiment une entreprise assez monstrueuse. Et c'est considéré comme une des plus grandes batailles de l'histoire du cinéma. Oui, avec celle de Braveheart, je pense. Peut-être, oui. Non, c'était premier degré. Hein. T'en as pensé quoi ? C'est vrai que c'est une séquence assez impressionnante et le reste du film, je l'ai trouvé frustrant sur plein de plans. Mais là, oui, c'est extrêmement bien mis en scène. Il y a aussi beaucoup de moments d'humour et d'émotions qui sont insérés à la bataille. Ça fonctionne très très bien. C'est aussi un moment où on a beaucoup de personnages qui se retrouvent et qui se rassemblent. Ce qui est ouf, c'est qu'en la voyant, ça m'a fait d'autant plus apprécier l'effort monumental qu'ont fait les créateurs de Game of Thrones sur leurs séquences de bataille qui sont aussi devenues assez cultes pour beaucoup d'entre elles et qui avaient des contraintes budgétaires et de temps très importantes par rapport à ce que tu décris de ce tournage qui a duré hyper longtemps et qui sont tout aussi impressionnantes, je pense, visuellement. Je pense qu'on a pris pour acquis au bout d'un certain temps ce que faisait Game of Thrones dans l'univers de la télé, tu vois, mais c'est vrai que c'est quand même fou qu'ils aient réussi à faire justement des séquences de bataille qui parfois duraient 30-40 minutes aussi, le temps d'un épisode en entier, et qui étaient hyper bien exécutés. Mais là, oui, ça fonctionne très très bien. On saisit les enjeux très clairement dès le début. On sait qu'ils sont en infériorité numérique, que donc ça risque de mal se passer, mais que s'ils gagnent, ce sera une victoire contre toute attente et donc très galvanisante. Il y a tous les moments où ils sont un peu en train d'attendre dans le silence. Enfin, ça, c'est des trucs qui fonctionnent très bien. Le moment avant la bataille, justement, le calme avant la bataille. Donc, c'est très bien fait, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la réalisation de ce film et de ce que tu en as pensé ? Comme tu l'avais dit dans l'épisode précédent, les 3 films ont été tournés en même temps. Donc, contrairement à la saga Harry Potter, où chaque film avait une identité visuelle vraiment propre, là, déjà, c'est Peter Jackson qui a tout assuré. Et en plus, ça a été tourné en séquence. Donc, il n'y a pas une distinction visuelle énorme par rapport au premier film. Mais je trouve que c'est un film qui est moins distinctif visuellement. En fait, il y avait ces très gros plans qu'on trouvait dans le premier film qui étaient très marquants et dont moi, je me souvenais encore 20 ans plus tard. Là, on sent aussi que c'est un film transitoire, même en termes de mise en scène. Le truc le plus frappant, c'est la transition dans la photographie, qui est plus sombre que dans le premier film et qui est aussi plus réaliste. Il y a beaucoup moins de magie dans les décors. On n'a plus le ciel qui a une couleur absolument magique dans toutes les scènes. C'est souvent beaucoup plus gris. Il y a un temps beaucoup plus aléatoire et on a parfois plus de mal à savoir exactement où sont les personnages. On a plus ce contraste hyper fort entre les très gros plans et les plans hyper larges dans les décors majestueux. Là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus terre à terre dans la manière de filmer les personnages, parfois même un peu oppressant. Toutes les scènes dans le château du Rohan, avant que le roi retrouve de sa superbe, c'est des plans qui sont hyper claustro, où les personnages sont enfermés dans un tout petit coin du cadre, où on a l'impression que le plafond est très bas, qui va les écraser. Et moi, le truc qui m'a peut-être un peu dérangé, c'est le fait qu'ils ont un peu forcé sur l'étalonnage, justement pour jouer sur tous ces contrastes et montrer à quel point le destin des personnages est en train de s'assombrir. Ils enlèvent beaucoup de lumière. Surtout au Mordor. Hein. En fait, il y a des tons qui changent. Donc, par exemple, quand Merry et Pippin, ils sont kidnappés par les orques, c'est très bleuâtre. Quand on est dans le château du Rohan, c'est très verdâtre. C'est très grisâtre dans toutes les scènes du Mordor. Je pense qu'en salle, ça devait vraiment péter visuellement. Mais en le revoyant là, je trouve que ça a pas très bien vieilli. Et puis, c'est aussi le film qui marque vraiment la transition dont je parlais dans l'épisode précédent vers les images de synthèse. C'est-à-dire que là, Gollum est beaucoup plus présent. Il y a la séquence d'ouverture, c'est la bataille avec le Balrog, là. Il y a les hyènes, il y a les arbres, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments magiques dont on voit
l'aspect qui a un peu vieilli visuellement aujourd'hui. Et donc, on a moins un sens de lieu aussi fort, je trouve, que dans le premier film, où on avait ces décors naturels qui étaient époustouflants. Là, on est beaucoup plus sur des personnages en images de synthèse, dans des lieux qui sont un petit peu plus flous parce qu'ils sont littéralement plongés dans la brume. Et donc, on ne sait pas exactement où sont les personnages. Et donc, c'est volontaire, c'est un peu déroutant. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça un peu moins plaisant esthétiquement aussi. Je pense que c'est pour ça que moi, j'aime les moments dans le Rohan aussi. C'est que c'est là où il y a les beaux paysages, en fait. Où t'as des moments de grands paysages très, très beaux avec des ciels magnifiques et tout ça. Donc, c'est vrai que sinon, le film est plus claustro. Je dirais que le plan qui m'a le plus marqué du film, c'est justement quand Théoden apprend la mort de son fils en ayant recouvré ses esprits et qui va se rendre sur la tombe de son fils. Et on a cette immense plaine montagneuse qui est magnifique et qui est à moitié dans l'ombre et à moitié au soleil. Et donc là, ça illustre très clairement le bien contre le mal, enfin voilà, toute la thématique de la saga et le fait que lui, il est déjà en train de voir le soleil s'éloigner, quoi. En tout cas, t'avais plein de théories sur l'issue de la bataille. Lui, il va se faire tuer, le roi, c'est sûr, et du coup, elle va être éternelle. Mais ils vont perdre, de toute façon. En fait, c'est la bataille où Aragorn va devenir le roi, non ? Parce que le roi, il va mourir, et Aragorn, il a dit « Mais moi, je mourrai avec eux, c'est mon peuple. » Et là, ils vont tous dire « C'est toi, notre roi, t'es trop fort, on t'aime. » Et après, il va dire « Ok. » Pas du tout. Non. Non, mais c'est ça qui est beau. C'est que vraiment, tu ne te souviens de rien. Et pendant un grand moment, quand même, tu as pensé que Gimli allait mourir. Il va mourir, Gimli ? Hein ? Il va mourir, Gimli ? Allez, Gimli ! Il va mourir, c'est sûr. Qui ? Gimli, arrête de prendre en note à chaque fois, tu me spoil. Je te spoil quoi ? Que je suis en train de deviner qu'il va mourir. Il est trop héroïque. Mais c'était trop mignon là ce qui vient de se passer. On sait comment ça finit. Je t'ai vachement spoilé. Non, mais c'est vraiment, tu sais, on dirait la psy qui était en train de dire un truc, tu sais pas trop quoi, et là tu la vois furieusement prendre des notes et tu dis merde, qu'est-ce que j'ai dit ? Et là c'est un peu pareil quand je regarde avec toi où tu dis tu viens de dire quoi là ? Attends, répète un peu. Et t'es en train de noter dans ton petit carnet. Mais oui, en fait, Gimli, c'est vraiment, il est utilisé comme un ressort humoristique, mais du coup, il a aussi beaucoup plus de cœur et de tendresse. Je trouve que les autres personnages qui sont très focalisés sur leur mission, leurs devoirs, etc., ou Legolas qui n'a aucune expression. Et donc, je me suis dit peut-être que ça signifie qu'il va mourir parce que c'est un personnage qui est peut-être moins important dans la communauté de l'anneau. Peut-être pas, mais en tout cas qui est vraiment montré comme importants. Ils sont tous importants, mais là il est montré vraiment comme un sidekick. Oui, il est utilisé comme ressort comique très clairement. Ouais. Et donc je me suis dit s'il faut en tuer un et avec une aussi énorme bataille, il faudrait tuer quelqu'un pour que ça ait un poids narratif plus important. Je me suis dit ça va lui tomber dessus. Et finalement non. Par contre, j'aime beaucoup le moment où les elfes viennent. Je trouve que c'est un très beau moment dans le film. Moi aussi, et puis j'aime bien là, ils sont ordonnés. Mais d'ailleurs à la base Peter Jackson avait écrit dans le script et je crois même que les scènes ont été tournées. Arwen venait mener comme guerrière elfe, elle venait mener une partie de la bataille. Mais ça a été coupé parce que c'est pas du tout fidèle au livre et puis même ça aurait pas eu trop de sens. Et je pense que ça aurait été un peu mal vécu parce que c'est pas du tout l'esprit d'Arwen dans les livres. Je voulais parler des scènes qui ont été coupées et qui sont dans la version longue. Il y a une scène, tu parlais tout à l'heure du moment de recueillement de Théoden face à la tombe de son fils devant le paysage assez immense. Théoded. Voilà, Théoded. Juste avant cette scène, dans la version longue, on voit la scène de l'enterrement en lui-même, qui est très émouvante, et où il y a Éowyn qui est là, et elle est très très belle dans cette scène parce qu'elle a les cheveux attachés, et elle chante en fait un chant funéraire pour son cousin du coup. C'est une très belle scène qui a été coupée et qui est dans la version longue. Il y a une scène de plus avec Gollum où il est encore très partagé et divisé, et il décrit à lui-même, et il est dans une sorte de monologue où il décrit toutes les horreurs du Mordor, parce qu'on comprend un peu le traumatisme qu'il y a eu dedans. Il y a la scène dont je t'ai parlé avec Aragorn qui dompte son cheval, et aussi celle où il y a Aragorn qui révèle qu'il a 87 ans à Éowyn.
Ensuite, il y a une scène que moi j'aime beaucoup, c'est après la chute d'Isengard. Quand Isengard est inondé, il y a Merry et Pippin qui ne sont plus sur l'arbre et qui là découvrent les caves de Saruman et commencent à... Il y a du bon vin. Il y a du bon vin, il y a de la bonne charcute, il y a du bon tabac aussi. Et les hobbits adorent leur tabac. Donc ils commencent à dévaliser tout ça de façon très très enthousiaste. Cool. Il y a une scène où Sam et Frodon tombent d'une falaise, mais bon, ça, enfin, je vais pas commencer à rentrer dans les détails. On voit déjà Sam tomber d'une montagne à un moment. Ouais, mais là, en fait, il tombe, mais pas de très haut, mais c'est ça qui est rigolo. Et on découvre, par contre, que Sam, en fait, dans cette scène, on découvre qu'il trimballe partout avec lui un peu de sel de la comté, en espérant qu'il puisse cuisiner un truc bon à un moment et utiliser le sel, ce qui est très mignon. Bah, son petit ragoût de lapin, il a l'air pas mal. Ouais, il a l'air bien, franchement. Il y a un truc aussi qui était dans les livres où, en fait, Merry et Pippin, quand ils passent du temps avec les Ents, ils boivent la source de la forêt et cette source elle a un facteur de croissance, elle les fait grandir. Après par la suite Merry et Pippin quand ils rentrent quand ils sont entourés, merde, je t'ai spoilé. Tu m'as spoilé. Ouais. Putain. Quand ils sont entourés de hobbits, ouais, quand ils rentrent à la comté, c'est voilà, bon, ils deviennent les plus grands. Non, mais c'est bon, il y a d'autres morts, ça va. Ils sont les plus grands, en fait, les plus grands hobbits de tous les temps, parce qu'ils ont grandi grâce à cette source. Ça valait le coup de te spoiler pour une info pareille. C'est comme Denver. Il y a des dinosaures. Il y a des moments de gore supplémentaires aussi pendant la bataille qui ont été coupés. Et il y a surtout, alors il y a 2 trucs assez majeurs. Il y a une scène où en fait on voit les orques s'enfuir, tu vois, quand ils sont à la fin de la bataille, et en fait on voit pas ce qui se passe après dans le film. Ce qui se passe, c'est, montré dans la version longue, c'est qu'ils essaient de se réfugier dans la forêt pour se retrouver vers Isengard, sauf que la forêt se retourne contre eux et ils sont trucidés par les arbres. Donc là, on devine, en fait, on voit les arbres qui bougent et on voit un peu comment les orques sont éliminés. Okay. Et il y a une scène de flashback entre Boromir et Faramir, donc il y a Sean Bean qui est dans la version longue, où on les voit, en fait, on voit les 2 frères et l'affection qu'ils avaient l'un pour l'autre, et on voit surtout leur relation hyper dysfonctionnelle avec leur père, qui est horrible, qui s'appelle Denethor. Voilà. Bon, rien de tout ça m'a manqué, je pense. Si, je pense que franchement, ça t'aurait fait du bien de le voir. Est-ce que tu as un MVP ? Bah, Gollum, évidemment. J'avoue, c'est le mien aussi, parce que... Gollum. Non, je dirais que c'est Sméagol, tu vois. Oui, mais bon, c'est la même chose. Hein. Oui et non. Enfin, pour moi, le MVP, c'est vraiment la phrase « C'est quoi les patates, mon précieux ?» que Gollum dit à Sam. Ouais. Ou que Sméagol dit à Sam, plutôt. Une meilleure scène ? Bah, cette scène où Sam est en train de cuisiner et où Gollum est offensé par le fait que Sam cuisine le lapin plutôt que de le manger cru. Et que donc, ils échangent un peu des recettes de cuisine tous les deux. C'est juste tellement absurde et génial. J'ai ri de bon cœur face à cette scène. C'est bien. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci mon précieux. Merci ma précieuse. Et merci à vous tous, nos précieux, de nous écouter chaque semaine. La semaine prochaine, on se retrouve donc avec Le Retour du Roi, le volet final de cette trilogie du Seigneur des Anneaux. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Il y a un moment qui est devenu assez culte chez les fans d'Aragorn, où Aragorn rentre à Helm's Deep après avoir été sauvé par son cheval et tout ça, et il pousse les portes et il les ouvre en même temps comme ça, et c'est extrêmement sexy. Ça dure un quart de seconde. Exactement. Ah, c'est le moment le plus sexy du film. Voilà. Et il y a un moment moins sexy, mais trop mignon, c'est Gollum qui pêche. Oh, j'adore. Et qui est menacé en même temps par les archers de Faramir. Oh, non! Mais il est juste en train de s'amuser et de faire trempette, là. Je crois que Laura, elle connaît par cœur cette chanson. C'est mon enfant! Il y a aussi Aragorn est un tracker, donc il arrive à repérer les traces dans la terre et tout ça. Et quand ils sont à la recherche de Merry et Pippin, il arrive à retracer tout ce qui s'est passé dans la nuit. Oui, et dans une séquence explicative un peu pénible. Un peu lourdingue. Ouais, où il nous montre des flashbacks de tout ce qu'il est en train d'expliquer. C'est bon, quoi.
Non mais... Bah, c'est un tracker, mais c'est un ranger, mec. Le Sherlock Holmes des cailloux, là. Ah, ça y est. Là, il y a la musique de Tu vas mourir. Is this all you can conjure, Saruman? Non mais... Pourquoi il cherche la merde, lui? C'est un peu intense, la lumière. Non. Genre le gars c'est littéralement Dieu quoi. Ah je m'en souviens de lui. Le porteur de la flamme olympique. Look to my coming. At first light on the 5th day. At dawn, look to the east. Voilà, moi tu me l'écris sur un papier parce que sinon c'est pas la peine. Regarde à l'est, à la 5e heure du 18e jour. Non, mais toi, tu n'es pas Aragorn, son of Arathorn. Non. Il est BG un peu. Hein. Ouais, l'ouf. Il y a une vraie intensité dans le regard. Ouais, et dans la narine. Et dans la narine. Oh là là. Il y a des orques, il y a des Uruk-hai et maintenant il y a des wargs. JVP. Ta 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 ta. Ta 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 ta. À chaque fois que j'entends Faramir, ça me fait penser à Bohemian Rhapsody. Faramir, Faramir. Oh non, 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 non. Voilà. Donc je chantais ça en regardant. Faramir, Faramir. Will you let the hobbits go? C'est pas mal. Ouais, t'as vu. Embauchez-moi pour vos kermesses.